Merci de vous joindre à nous pour cet entretien. Nous vous disons donc bienvenue dans cet entretien. Nous allons parler politique. Et en parlant politique, les Congolais, on a souvent entendu cette phrase sortir de leur bouche. Si on vous parle de la politique au Congo et que vous la comprenez, ça veut dire qu'on vous a mal expliqué. Ça veut dire que la politique au Congo, elle fait mal à la tête. Beaucoup d'actualité, l'actualité est intense et dense depuis la publication du nouveau gouvernement et la nomination de M. Anatole Koliné Makosso à la tête de ce gouvernement. Donc Anatole Koliné Makosso est Premier ministre chef du gouvernement. L'actualité de ce gouvernement-là, de Anatole Koliné Makosso, c'est entre autres la nomination de M. Honoré Saï à la tête du département énergie et eau. Honoré Saï a été nommé ministre, mais cela se sait, Honoré Saï est un des membres influents de l'UPADES, parti de l'opposition. Qu'est-ce que cela va changer? Nous nous posons mille et une questions, mais à la fois la question qui se pose en arrière-plan, sinon dans le fond, c'est quel est l'avenir de l'opposition au Congo? On le sait très bien, le président du Yuki est décédé, l'UPADES semble être dans des remous. Nous nous posons donc des questions comme je l'ai dit. Et pour répondre à ces questions-là, nous avons pensé inviter pour vous M. Blanc Constant Ebarapéa. Il est politologue et socio-anthropologue. Avec lui, nous discuterons autour de la question. Bonjour, M. Blanc Constant Ebara. Bonjour, monsieur le journaliste Cheveux Jazz. Alors, j'ai essayé d'en parler dans mon introduction. La question que je vous pose, justement, il faut aller droit au but. L'opposition congolaise aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, d'abord, merci de m'avoir invité. J'ai suivi dans vos propos liminaires. Vous avez posé la question de l'avenir de l'opposition. Alors, la réponse est que si l'opposition n'a pas d'avenir, ou bien peut avoir un certain nombre d'avenir, mais je pense que l'avenir de l'opposition est incertaine. Incertaine pourquoi? Parce que depuis un moment, après l'euphorie de 2016, où on a vu des gros calibres de l'opposition avec la création d'un certain nombre de plateformes politiques qui ont bousculé et boosté le pouvoir de Brazzaville, depuis 2016 où les ténors de l'opposition, on peut citer Jean-Marie Michel Moukoko qui a suscité de l'espoir, on peut citer au comité Salissant, qui se trouve aujourd'hui du côté de la prison, avec la mort prématurée de Guy Brice Parfait Kolela, l'opposition aujourd'hui se trouve copieusement fragilisée. Donc on n'a pas une véritable opposition au moment où nous parlons qui peut inquiéter le système, le régime en place. Voilà pourquoi je dis l'opposition n'a pas d'avenir, sinon a un avenir incertain. Parenthèse, quand vous dites une opposition qui peut inquiéter le régime en place, inquiéter, vous faites allusion à quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Opposition, c'est s'opposer. Et l'opposition, c'est de lancer dans la conquête du pouvoir pour conquérir et exercer le pouvoir. Sinon aussi conserver le pouvoir. Nous avons vu ici que le leader politique qui avait cette capacité de nuisance vis-à-vis du pouvoir en place, après l'incarcération de Moukoko et Okombi, c'est bel et bien Guy Brice Parfait Kolela. Nous avons suivi le début de la campagne électorale, on a vu comment c'était un monsieur qui avait de l'ancrage, qui pouvait mobiliser et qui en même temps pouvait donc de ce point de vue poser un certain nombre de soucis au pouvoir en place. Un adversaire qu'on pouvait qualifier de coriace. Nous avons vu des images. Or aujourd'hui, l'UPADES à un moment a perdu une certaine crédibilité du point de vue des Congolais. Pourquoi? Pour preuve,
aux preuves, je vais arriver. Pendant les élections de 2016, je ne parle même pas de la nomination du Taty Mabiala comme chef de l'office d'opposition. Déjà en 2016, nous avons vu le chef de file de l'opposition actuel, à l'époque candidat de l'UPADES, avait obtenu quel pourcentage? Il était, je crois, 4e ou 5e, si je ne m'abuse pas. Donc très loin. Et à cela, il faut ajouter le fait qu'il soit désigné ou bien nommé. C'est vrai que c'est selon la loi, chef de file de l'opposition par rapport, en tout cas, sont cadrés par la loi. Ça, il faut être honnête, sont cadrés par la loi. Mais au sein de l'imaginaire, on l'a considéré comme tout étant un collabo du régime. Il avait le choix de refus non, il n'avait pas de choix puisque la loi dit quoi? Que dit la loi? Le chef de file de l'opposition est issu du parti qui a la majorité, après la majorité présidentielle, qui a un certain nombre de députés, après, qui a le plus grand nombre de députés, après la majorité présidentielle. Donc du point de vue de la loi, la nomination est légale, on ne peut pas contester. Oui, la nomination est légale. Est-ce que cette nomination légale comme telle n'a pas été une espèce d'arme qui a permis le suicide de Taty Mabiala? Vous l'avez dit tout à l'heure. Oui, mais la loi, c'est l'expression de la volonté générale. L'UPADES se définit et s'identifie comme un parti républicain. Et lorsque vous êtes un parti républicain, vous respectez les lois de la République. Et du point de vue légal, donc, le problème ne se pose pas. Ici, le problème se pose sur le point de la légitimité. C'est-à-dire la légitimité vis-à-vis de ces mandants, vis-à-vis de l'imaginaire populaire. Parce que tout ce qui est légal n'est pas légitime. Je prends un exemple simple. Nous sommes en Afrique du Sud, il y avait la loi contre l'apartheid. C'était une loi de la République. Du point de vue de la loi, c'était légal. Mais du point de vue sociologique, c'était illégitime. C'est bien que ça soulevait des contestations de par le monde. Même nous, au Congo, on a participé. Donc, c'est pour dire quoi? L'acceptation de cette nomination a fragilisé aussi l'opposition. Justement, est-ce que Taty Mabiala avait cette possibilité aussi de ne pas accepter cette nomination? C'était possible? Bon, moi je pense que ce n'était pas possible. Parce que s'il refusait, c'est qu'il est en dehors des institutions. Un homme politique doit faire des choix. Il est conscient qu'il a perdu une bonne partie de son électorat. Une forme de légitimité, voilà. Bien sûr. Et c'est au sein même de l'opposition, sa manière de gérer l'opposition. On en a vu avec le dialogue de Madingou. On a entendu le son de cloche où M. Kolela, M. Yombi, M. Ngos Ngambe ont dénoncé la dictature de M. Taty Mabiala. Donc tous ces éléments-là n'ont pas mérité en sa faveur. Et même du point de vue interne dans le parti aussi, il n'a pas fait l'unanimité entre Non, il n'a pas fait l'unanimité parce qu'il y a eu les gars de leadership. Il faut donc dire que l'UPADES que nous avons aujourd'hui, ce n'est plus l'UPADES de 92 à 96. Ou bien l'UPADES de 2002 à 2009. 2007-2009. Parce que après la guerre, 2002, il y a eu monsieur Kinyombi Kiambungu qui a essayé un peu de gérer le parti. Mais après, il y a eu le retour des exilés. On a vu l'UPADES avec un certain nombre de députés, je crois qu'ils devaient être 12 ou 13, avec les Mokweke. Mais la bataille interne qui est liée à des positions de rente, des positions de pouvoir, parce que ce qu'il faut retenir, c'est que l'opposition congolaise fait l'opposition du chantage. On négocie dans les coulisses, c'est tout à fait normal, la politique c'est des transactions. La politique c'est des transactions. Or, lorsque vous négociez dans les coulisses, les autres savent que vous avez pris, ils n'ont rien pris. Chacun fait dissidence pour aller créer son truc et négocier directement avec le souverain. Exemple avec M. Kinyombi Kiambungu. Oui. Autre exemple avec Clément Mamba. Clément Mamba. D'ailleurs, le point de Clément Mamba, ça nous allons regarder. On peut faire un parallèle avec le problème de l'Honoré Nsayi. On parlera de l'Honoré Nsayi tout à l'heure. On va arriver. Mais Clément Mamba a été exclu du parti. Clément Mamba n'a jamais démissionné du parti. Contrairement à Kinyombi Kiambungu qui a démissionné à aller créer son propre parti. Clément Mamba n'a jamais créé un parti. Quand on l'exclut à l'UPADES, il répare au Bercail. C'est un produit du PCT. D'ailleurs, l'UPADES, c'est un parti dérivé du PCT. L'UPADES a été créé par les anciens apparatchiks du PCT. Les Mokweke ont été au PCT, au comité central des ministres.
Voyez-vous? Donc l'opposition congolaise aujourd'hui a du fil à l'étendre. D'accord. Donc UPADES, fragilisé, Pascal Sassima Biala, en perte de légitimité, c'est ce que je retiens de bien vous. sûr. Alors, en dehors de l'UPADES, il y a, on a aussi des têtes. Vous avez parlé de ceux qui sont incarcérés. Et donc, en dehors de ceux-là, nous avons Paulin Makaya. Nous avons Paulin Makaya. Et finalement, je cherche même les opposants dans ma tête, on n'en trouve pas. En dehors de l'UPADES, en dehors du Yuki, dont le leader n'est plus de ce monde, quand on vous dit opposition, quels sont les noms qui reviennent? Quand on dit opposition, les noms qui reviennent de l'opposition classique, vous avez le Clément Mirassa, vous avez l'André Mathias, mais qui n'ont pas une véritable assise nationale. Ah, pas d'assise nationale. Pas d'assise nationale. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas. Pour faire vivre un parti, c'est pas facile. Il faut donc comprendre la stratégie. Nous y reviendrons quand on parle de l'UPADES. Il faut comprendre donc la stratégie de l'UPADES, qui n'étant pas au pouvoir, a réussi à se construire un siège, a réussi à entretenir le siège, à maintenir le parti. Ça fait partie des stratégies. Or, aujourd'hui, l'UPRN, c'est le régime André Mathias. Le jour où André Mathias ne sera pas là, je ne pense pas que l'UPRN va continuer à exister. Le PSDC de Clément Mirassa, c'est la même chose. Ils ne sont pas implantés sur l'étendue du territoire, ils n'ont pas de militants. On a vu, ils ont certes des militants, mais l'organe dirigeant qui doit être relayé du sommet à la base n'existe pas. Nous avons vu la campagne d'André Mathias. Et on arrive au Wando, c'est les préparations, comme ça on arrive, on mobilise les gens, là. Voyez-vous, la personne qui pouvait incarner l'opposition, de mon point de vue, c'est Paulin Makaya. Mais Paulin Makaya est fragilisé sur deux aspects. Premièrement, Paulin Makaya est déjà mis hors course du point de vue de la loi. Paulin Makaya a été jugé et condamné. À ce titre, il a perdu ses droits politiques. Il ne peut pas être candidat. Son casier judiciaire est chargé. Ça, il faut le dire. Les gens pensent que Paulin Makaya aujourd'hui, c'est un produit avarié. À moins qu'il rentre dans une forme de négociation avec le pouvoir pour obtenir une loi d'amnistie. Sinon, du point de vue de la loi, Paulin Makaya est mis de côté. Ça, c'est le 1. Deuxième chose, Paulin Makaya n'est pas originaire du pôle. Ça, il faut le retenir. Pourquoi? Parce que l'opposition la plus féroce, excepte même l'opposition Sassou Nguesso, Bernard Kolela, avait marché parce que d'un côté, il y avait le pôle qui est là, qui est aux portes de Brazzaville, qui du point de vue sociologique a la capacité de maisons sur Brazzaville, et pour de l'autre côté, vous avez le maître Mbemba et le président Sassou qui contrôlaient le côté de Talangaï. Ça a donné de fil à retordre au président de Souba. Donc aujourd'hui, pour le Makaya, s'il était du pôle, on a vu d'ailleurs pendant le référendum, c'est le seul dirigeant, le seul leader qui est sorti le 20 octobre avec les jeunes dans le quartier. Et il a été incarcéré. Alors, au sortir de là, il n'a pas de pôle. Or, aujourd'hui, pour être un opposant de taille, il faudrait avoir, surtout si vous êtes dans la partie sud du pays, il faut avoir une partie du pôle avec vous. Mais qu'est-ce qu'il y a dans la mentalité de leader de l'électorat du pôle? Ils aiment un homme qui brave le pouvoir. Vous devez braver le pouvoir. En ce moment-là, les gens vont être derrière vous. Paulin Makaya peut le faire. Mais n'étant pas du pôle, est-ce qu'il peut avoir, parce que c'est lui qui est brave, est-ce qu'il peut avoir le soutien manifeste des populations du pôle? Paulin Makaya éliminé. Oui. On peut donc penser peut-être à Dave Mafoula. Dave Mafoula, je ne pense pas, il doit faire les armes. Il doit faire ses armes. Mais attention, il y a un élément que vous oubliez, c'est qu'en situation de crise, le peuple est capable de produire un leader qui sort du néant. Nous avons vu le cas avec Moukoko. Qui avait vu venir Moukoko? Personne. Donc on ne peut pas aujourd'hui dire que l'opposition est complètement à terre. Non. Parce que pour l'opposition, c'est d'abord s'opposer. Mais je pense que les leaders de l'opposition, excepté celui qui est dans l'institution, qui fait l'opposition républicaine, donc j'entends par là l'UPADES, les autres opposants doivent s'associer, s'ils veulent exister, ils doivent s'associer avec les leaders de la société civile qui s'inscrivent aussi dans la contestation. Je cite là mon cher frère Ebina, par exemple, qui se situe aussi dans la contestation. À partir de ce moment-là, l'opposition, parce que dans tous les pays du monde, surtout en Afrique, opposition et société civile, d'ailleurs on trouve, surtout chez nous au Congo, vous trouvez deux sociétés civiles. Vous avez la société civile de l'opposition et la société civile du pouvoir, c'est clair. Donc en ce moment-là, il faut jouer les jeux des alliances. Il faut peut-être aussi, quand vous parlez de contestation, il y a un contestataire dont on ne parle pas assez, Ongios Ngonga Ngambe. Ongios Ngonga Ngambe a le malheur
de partager les mêmes faits politiques avec Sassou. On a vu Onyangé. Certains ont pensé que c'était un pion de Sassou. Mais les informations qu'il nous apporte de l'opposition montrent qu'il n'était pas un pion de Sassou. Mais le fait qu'il partage le même fief avec Sassou, il ne peut pas espérer faire grand chose du vivant de Sassou. Maintenant, deuxième chose, Onguios Ngangué Ngambé. Est-ce que le parti Onguios Ngangué Ngambé, à part les élections, il part où? Vous l'avez déjà vu à Pointe-Noire en période non électorale. Vous l'avez déjà vu tenir une réunion avec ses militants à Bakongo. Et on a suivi pendant l'élection présidentielle. Quel était le message d'Onguios Ngangué Ngambé? C'est ça la problématique. Et puis, nous faisons l'opposition saisonnière. C'est pas bon. Le problème des leaders politiques congolais, c'est qu'ils font la politique du militantisme saisonnier. Le peuple congolais, les Congolais, finalement, restent toujours sceptiques ou toujours, entre guillemets, les opposants parce qu'ils ne croient pas en l'opposition ou à l'opposition. Peut-être parce que, on va le dire, la majorité de ces opposants-là, ou de ces leaders de l'opposition, ont, dans leur passé récent ou lointain, travaillé avec Denis Sassou Nguesso qui les a fait. Bon, moi je pense que c'est pas à ce niveau. Le problème n'est pas à ce niveau. Sinon, l'engouement qu'on a vu derrière le général Moukoko, 2 mois avant, il était conseiller du président de la République. Pourquoi les gens se sont rassemblés derrière lui? Il y a une crise de confiance. C'est les gens qui ne rassurent pas. La crise de confiance est due à quoi? Mais c'est parce que l'opposition ne rassure pas. Vous avez l'opposition de la chauve-souris. Ils se disent opposants selon les imaginaires. Et parfois c'est entretenu par l'adversaire. Ils se disent opposants le jour, la nuit on le voit en pila. Bon, un jour Kinyumbi l'a dit de manière apaisée, il dit, on me dit qu'on me voit tout le temps en pila. Mais personne ne m'a jamais vu sortir avec la guerre de pila. Je vais en pila faire quoi, à quelle heure? Mais c'est entretenu, c'est un combat politique, c'est légitime. Vous savez, en politique, on accuse l'autre de tout et on s'innocente soi-même. Mais l'opposition politique doit développer des stratégies pour se soustraire de cette domination. Aujourd'hui, tel que l'opposition se constitue aujourd'hui, il y a une coupure entre l'opposition et la base politique. Et l'opposition est restée dans une position attentiste. Je comprends que l'opposition n'a pas de moyens. Ils n'ont pas de moyens. Je comprends qu'ils n'ont pas de moyens. Et l'opposition n'a pas de moyens. C'est peut-être cette raison, et peut-être que c'est un très bon, on va dire très beau calcul politique de M. Honoré Tsaï, qui se dit, ben, moi aussi je peux aller m'abreuver à la source. Le fait d'avoir exercé 2 poids 2 mesures, lorsque Clément Mwamba est consulté par le président de la République, on discute du parti. Et lorsque Honoré Tsaï est nommé ministre du gouvernement, on dit bon, on va d'abord l'écouter. Et on dit on le met en réserve. On n'a pas exclu. Peut-être aussi parce que peut-être Clément Mwamba, en fait je fais plaisir mes mots, peut-être n'avait peut-être pas le même poids à l'époque que Honoré Tsaï actuellement, qui voilà, président du groupe parlementaire à l'Assemblée, etc. Quand vous commencez à... Mais attends, le plus gros débauchage entre Clément Mwamba et Honoré Tsaï, quel est le plus grand débauchage? Clément Mwamba était quoi à cette époque-là? Rien. Mais on réussit à vous débaucher un porte-parole, président du groupe parlementaire. C'est le gros poisson pêché par la République. Le parti devait sanctionner. Comme le parti n'a pas sanctionné, le parti a mis en réserve. Sinon, c'est moi, je l'ai vu, j'ai là-bas hier. En réserve, mais il est déchu de toutes ses fonctions. Pour moi, ce n'est qu'un maquillage. Il a dit qu'il ne sort pas pour aller créer un nouveau parti. Il va, quand il aura fini sa mission, il va revenir demander pardon. Et il le disait avec sourire. Est-ce que vous pouvez dire que la nomination de Honoré Tsaï est une stratégie de l'UPADES, sinon une entente entre guillemets obscure entre le PCT et l'UPADES? Bon, vous savez, la politique c'est la science de la ruse et des rapports de force. Et elle est basée sur les transactions. C'est ça la politique. L'UPADES aujourd'hui, comment l'UPADES se maintient à s'entretenir? Comment se maintient? D'autres partis ont disparu. Donc il faut élaborer les stratégies d'accumulation et de mobilisation de ressources.
Voyez-vous, nous avons 2006 en perspective. Nous avons 2022 pour les élections législatives. 2022, nous aurons des conseils locaux. Il faut mobiliser les moyens. Comment donc faire pour avoir cet argent-là? S'ils ont commis la bêtise de chasser Clément Mwamba, quand Clément Mwamba est consulté par le chef, il ne veut pas commettre la même bêtise deux fois. Ça, c'est mon interprétation personnelle. Le fait que Nsayi est là-bas, Nsayi peut en même temps, en coulisses, envoyer quelque chose au parti, puisqu'il dit qu'il va revenir après. Ce sont des stratégies d'accumulation et lorsque vous êtes en situation de crise, il faut faire des efforts pour résister. Nous sommes ici dans la théorie de Darwin, la survie du plus apte. Vous avez vu, l'UPRN est où? Le PSDC est où? Aujourd'hui, Yuki, après le départ, Yuki sera où? Au Congo, il y a combien de partis politiques? Regardez ces opposants qu'on disait les opposants naturels, ou bien les opposants farouches au régime. Où sont-ils passés? Donc, le PSDC, de mon point de vue, dans une stratégie, et vous allez voir, c'est une stratégie qui peut rapporter. Maintenant, l'homme, étant ce qu'il est, et mieux par les ambitions, il peut aussi arriver que Honoré Nsayi prenne sa liberté vis-à-vis de l'UPADES pour créer un autre parti politique. Et là, ça dépendra. Mais je ne pense pas aujourd'hui que le pouvoir en place a une volonté réelle de faire dissoudre de l'UPADES. C'est pas possible. Parce que le président a besoin d'un parti de légitimation. Il faut qu'il y ait un parti qui le légitime. Et le parti qui légitime le PCT, c'est l'UPADES. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que le PCT et l'UPADES, c'est la constitution de la continuité, c'est une nouvelle forme de l'alliance MSA au Pango, et puis GPS PPC. GPS, c'est le groupement pour le progrès économique et social de Kikungangot. D'ailleurs, cet accord a été réhabilité, sinon ressuscité par les sages de la cuvette et les sages de Kwilu. Kwilu Nyari, je pense, non, Nyari la Boisa, je pense. Donc, ce n'est pas un élément anodin. L'UPADES, c'est un parti qui prend la pondération et la modération. Ils ne sont pas dans l'opposition armée. D'ailleurs, c'est les premiers qui ont abandonné les armes, qui ont signé les accords de paix après la chute du procès de Souba. Donc, l'UPADES, c'est un allié du PCT. Deuxièmement, les membres de l'UPADES, c'est des anciens membres du PCT. Donc, ils ont un passé historique. C'est ce qui a même justifié les alliances entre le PCT et l'UPADES en 92 pour le soutien du procès Pascal Lissouba. Vous pensez que aujourd'hui, vous avez évoqué tout au début la guerre de leadership, les guerres intestines au sein de l'UPADES. Vous pensez que par rapport à votre analyse, par rapport à votre façon de voir les choses, c'en est fini pour la guerre de leadership au sein de l'UPADES? Non. La guerre de leadership sera toujours là. Mais toujours est-il que... On peut s'attendre à un éclatement? Même s'il y a un éclatement, le noyau dur de l'UPADES va rester. Sinon, on va construire un noyau... C'est quoi le noyau dur de l'UPADES? C'est l'UPADES officiel qui est incarné par Tati Mabiala. Aujourd'hui, nous voyons la montée en puissance du fils Lissouba, qui a remplacé d'ailleurs, il est député, il vient de prendre toutes les positions de pouvoir qui étaient assumées par M. Nsayi. Donc c'est cette l'UPADES là officielle qui va rester, et le pouvoir a intérêt à entretenir cette UPADES là, parce que c'est l'UPADES qui accorde la légitimité à ce pouvoir de Brazzaville. Donc je ne vois pas les gens du PCT qui sont très futés, c'est des anciens marxistes, même si c'était des marxistes on peut qualifier de pacotille ou bien des marxistes boiteux, mais ils sont très futés politiquement. D'ailleurs la géopolitique, c'est eux qui la pratiquent même le mieux. Je ne pense pas que le PCT va commettre la bêtise de dissoudre, de détruire l'UPADES. C'est pas possible. Merci beaucoup, Blanc Constant et Bara Péa. Merci d'avoir discuté avec nous, d'avoir échangé avec nous autour de cette thématique. Quel avenir pour l'opposition congolaise? Merci de nous suivre sur nos canaux traditionnels, YouTube, WhatsApp, Twitter, Instagram. Je vous remercie.